aussi. Donc, aujourd'hui, le thème de cette présentation, c'est donc parler de ce nouveau régime qui effectivement est entré en application cet été et qui il va y avoir un certain nombre de décrets d'application qui sont d'ailleurs toujours en attente. Mais c'est déjà de revenir sur les fondamentaux, sur la définition et sur, si vous voulez, un petit peu les critères qui entourent Genome. Alors, le régime Genome, déjà l'acronyme Genome, c'est Jeu à objet numérique monétisable. Ça a été introduit par la loi SREN donc, de 2024. Et l'objectif de ce régime, c'est d'encadrer, autant que faire se peut, les jeux permettant aux joueurs d'acquérir et de monétiser des objets numériques. On va revenir précisément sur la définition détaillée par la loi, mais voilà, là, on essaie déjà d'avoir une vision un peu globale de la chose. Alors, ce régime, il a vocation à s'appliquer à des jeux qui sont des jeux en ligne, qui proposent ces objets numériques et qui sont souvent, mais pas exclusivement, basés sur la technologie blockchain. Pourquoi on a souhaité préciser ça? Parce que Camille est présente, elle est spécialisée sur les aspects Web3, c'est pour ça que le Genome l'intéresse, parce qu'on en a beaucoup parlé sous le prisme de la blockchain. Mais en réalité, il faut être vigilant parce que ce régime ne concerne pas que les jeux qui sont on-chain. Ça pourrait tout à fait concerner des jeux qui sont, pour le coup, off-chain. Donc, méfiance par rapport à ça, même si il est vrai que on a souvent dit que ce régime Genome, c'était un petit peu la loi Sora, d'une certaine manière, parce que ça avait été un peu la création d'un régime juridique sur mesure pour Sora. D'ailleurs, pour ça qu'on parle de régime sui generis, hein, c'est-à-dire un régime, pour non juriste, mais un régime qui est créé pour les besoins de la cause et qui ne reprend pas en fait un régime préexistant. Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser. Alors, le régime Genome, il a pour objectif de réglementer de manière précise l'acquisition d'actifs numériques, donc d'actifs virtuels. Donc ça permet en réalité de réguler des jeux, ces jeux permettant aux joueurs d'acquérir ces actifs, donc d'acquérir cette propriété virtuelle. Souvent, encore une fois, quelque chose qui parfois a pu créer de la confusion, c'est-à-dire qu'on a identifié ce régime à blockchain et NFT. Pas automatiquement, mais c'est vrai que c'est souvent le cas, et on reviendra sur qu'est-ce qu'est un NFT dans la présentation. Évidemment, un jeton non fongible, hein, qui n'est pas interchangeable. Ces jetons pouvant être utilisés dans le jeu, et c'est là la subtilité, et c'est là la nécessité aussi de réglementer, c'est des jetons qui peuvent être revendus à des tiers. Et c'est bien là, parce qu'il y a un marché qui se crée autour de ça, et qu'on a voulu évidemment, puisque qui dit marché dit gain potentiel monétaire, dit addiction, etc., etc. Et donc, on a voulu créer un régime qui soit dédié à ce type de pratique. Et on verra d'ailleurs dans la présentation également qu'il y a un prisme, comment dire, autorité nationale du jeu pour tous les aspects jeux d'argent et jeux de hasard qui sont des points fondamentaux anciennement argés. Donc, l'objectif de ce régime, de manière très précise, c'est d'encadrer un marché qui est en expansion. Hein. Je ne sais pas si vous jouez sur vos téléphones portables à des jeux, mais incontestablement, je pense qu'on peut difficilement dire que ce n'est pas un marché qui se développe beaucoup. Le marché du jeu vidéo au global, mais le marché du jeu avec ce type d'objet numérique se développe extrêmement fortement. En protégeant les consommateurs, ça c'est une évidence. Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, et on le verra, il y a des critères qui relèvent des jeux d'argent et des jeux de hasard. Je pense notamment au sacrifice financier et au hasard inhérent à ce type de jeu. Donc, on veut protéger les consommateurs et d'ailleurs les mineurs en premier chef, on y viendra, et prévenir des risques qui sont liés à l'addiction, puisque je parle de jeux potentiellement argent et hasard assimilés comme tels, et du blanchiment, puisque naturellement, ce type de jeu peut être aussi un vecteur de blanchiment d'argent sale et qu'il y avait la volonté de la part du législateur et du régulateur de pouvoir s'assurer que effectivement il y avait un contrôle qui était réalisé à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est des éléments très introductifs. On va rentrer dans les détails, mais c'était pour poser un peu le décor, si je puis dire. Alors, justement, je reviens au juriste qui base sur le texte. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'article 40. Et il définit, je reprends évidemment certains éléments que j'ai déjà évoqués. Donc, il définit
ces jeux comme des jeux qui sont proposés par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Autrement dit, ce n'est pas un jeu qui se fait dans un garage en privé, mais c'est un jeu qui est diffusé auprès du public. Et ce sont des jeux qui permettent l'obtention reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard. Donc là, on voit un des critères déjà des jeux d'argent et des jeux de hasard par les joueurs majeurs. Là, on voit l'interdiction évidemment de ces jeux aux mineurs, ayant consenti un sacrifice financier. Nous avons le deuxième critère des jeux d'argent et des jeux de hasard, d'objets numériques monétisables. Donc jusque-là, on a une définition positive, et après, on passe dans la définition qui se fait par opposition à ce que ce n'est pas. Ce n'est pas des jeux où il y a de l'obtention d'un gain monétaire. Donc, les gains se feront par un autre biais qu'un gain en argent. C'est ce qui d'ailleurs fait que le Conseil constitutionnel, on va y venir, parce que je pense que vous aviez un peu participé voilà, à la décision du Conseil constitutionnel sur le sujet. C'est ce qui a fait que le Conseil constitutionnel a estimé que ça ne rentrait pas dans la catégorie classique des jeux d'argent et des jeux de hasard. D'ailleurs, c'est une position extrêmement discutable sur lesquelles nous reviendrons. Et une deuxième exclusion, sous réserve, nous dit-on, dans la loi, que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l'entreprise de jeu qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parfaitement interdit pour ce type de plateforme d'avoir un système dans lequel la plateforme émettrice de ces jetons ou des personnes physiques ou morales qui agiraient de concert avec cette plateforme et la possibilité, effectivement, de pouvoir, disons que ces jetons ne peuvent pas leur être cédés, simplement parce qu'il y aurait, vous l'imaginez, un conflit d'intérêts évident entre celui qui émet et celui qui en est celui qui va finalement les recevoir. Voilà. Donc, ça, c'est l'article 40, qui est l'article fondateur de cette loi. Élément extrêmement important sur ce régime. C'est un régime français, pas européen pour l'instant, d'accord? Même s'il y a des velléités de la France d'en faire un régime européen, c'est un régime français. Madame de chez Ubisoft, Camille, le sait au premier chef, puisque ça a été une des critiques majeures émises par Ubisoft. Moi, j'étais à Biarritz au Surfit Bitcoin cet été, qui est un événement blockchain annuel. Il y avait les équipes d'Ubisoft. Et j'ai discuté avec eux pendant une bonne demi-heure. C'est un des sujets, pourquoi? Juste pour en revenir là-dessus, c'est très important. Parce que, en fait, et on va y venir sur les critères, ce régime s'applique non seulement à des sociétés qui sont des sociétés françaises, mais également à des sociétés étrangères qui visent un public français. D'accord? Ah ben voilà, Virginie est là. Okay. Bon, je vais y arriver ou pas? Voilà. S'applique à des sociétés étrangères, à des sociétés françaises, mais aussi à des sociétés étrangères qui visent un public français. Et Ubisoft a dit quoi? Ubisoft a dit, c'est parfaitement compréhensible à mon sens comme vision, a dit, en fait, en réalité, puisque c'est un régime français, c'est un régime qui nous est potentiellement défavorable parce que ça va entraîner des coûts de compliance, d'interdiction aux mineurs. La plupart de ces jeux sont joués par des mineurs. Si demain on met un système qui va contrôler les mineurs, en réalité, on va perdre énormément d'argent potentiellement. Donc, qu'est-ce qu'a dit Ubisoft? Il a dit, nous, en fait, on estime que ce régime-là va nous coûter plus qu'il va nous rapporter. Donc, soit on ne rentre pas dans le système, soit éventuellement on envisage de développer un jeu à l'étranger et de ne pas viser les Français pour ne pas avoir à subir les conséquences des coûts liés à ce régime. C'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que je pense, très important, que moi, en tout cas, j'étais plutôt défavorable sur ce régime. J'étais plutôt défavorable déjà parce que la problématique évoquée par les vraies sociétés qui font des jeux d'argent et des jeux de hasard, qui était de dire qu'on crée un régime qui en réalité est un régime assoupli alors qu'eux subissent un régime très dur, je pense que c'est un argument qui avait beaucoup de sens. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est une erreur majeure de créer un régime qui est un régime uniquement français. Voilà. Là, je donne mon avis, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans une logique purement internationale et je ne comprends pas l'intérêt de créer quelque chose sur lequel nous sommes les seuls à plaider pour ça, alors que de l'autre côté, on a quelque chose on a d'autres pays qui ne font absolument pas ça. Voilà. Bonsoir Virginie. Pardon, excusez-moi. Bonsoir à tous. Excuse-moi, j'enlève le micro. Je vais tromper de micro. Pardon. Aucun problème Virginie. Donc,
voilà, donc là je me permets de donner mon avis but en blanc, mais voilà, beaucoup de confrères dans le Web 3 étaient plutôt considérés que c'était plutôt une bonne chose, etc., etc. Moi, j'étais plutôt critique et parfois qui trop embrasse mal les trains, et je pense que c'était pas forcément une bonne chose. Question, si le site est en italien, oui, il va être hors scope de la langue française? Non. Alors déjà, ça s'adresse plutôt à des applications, des sites internet, mais ça pourrait être des sites internet. Le principe est le principe est le suivant. Je crois que Camille, c'est Camille peut-être qui a levé la main. Voilà. Le principe est le suivant, c'est que à partir de l'instant où on vise un public qui est un public français, on s'y soumet de manière automatique. La question, c'est celle de la variabilité de ce qu'on entend se soumettre. Pour moi, se soumettre, a priori, c'est être inscrit sur le store et téléchargeable par des Français. Voilà. Donc, typiquement, demain, on a Ubisoft qui décide de rendre son jeu. Ils ont d'ailleurs des jeux sur la blockchain, en tout cas des projets. Ils décident de rendre leur jeu accessible à un public français sur le store. À ce moment-là, ils sont soumis automatiquement. Par contre, s'ils ne sont accessibles que sur des stores étrangers, à ce moment-là, moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ne sont pas soumis à la réglementation GNOME. Mais ça veut dire qu'automatiquement, ils excluent une partie des joueurs. Camille, je suis à vous. Ouais, je vais apporter quelques nuances. Je ne vais pas revenir sur les propos un peu approximatifs de mes collègues sur le sujet, mais je voulais juste faire une remarque sur déjà le cas d'application de GNOME, sur le fait qu'on parle d'acquisition d'objets monétisables dans des jeux. On se parle vraiment juste de la réglementation du fait de pouvoir les obtenir en tant que reward et pas le fait juste d'acheter des NFT dans un jeu ou des objets numériques monétisables. Faut vraiment qu'il y ait cette boucle. Parce que ça fait plusieurs occasions que je l'ai perçu au début de la présentation, mais dans d'autres occurrences, que il est vraiment très circonscrit à ça. Et en plus, GNOME, ça a été un peu une bataille, je crois, de draft sur cette réglementation, mais il me semble aussi qu'elle permet de permettre les rewards en crypto jusqu'à un certain seuil qui doit être encore fixé par décret. Et sur le lien de rattachement pour l'application de cette loi, il me semble c'est d'avoir des joueurs français et non viser le marché français. Et donc, indépendamment de si on vise ou pas le marché français, tant qu'on a des joueurs français sur le jeu, elle viendrait s'appliquer, et aussi indépendamment d'être une entreprise française ou étrangère. C'est ma compréhension. Peut-être que vous en avez une autre. Alors, mais non, mais en fait, je suis d'accord avec vous, sauf que la réalité, c'est que, enfin, je suis d'ailleurs tout à fait d'accord avec vous. Simplement, pour pouvoir avoir des joueurs français, enfin, en tout cas, quand on parle de mobile, hein, je parle de jeux mobiles au global, bah, il faut viser le marché français, quoi. C'est-à-dire qu'à la rigueur, un site internet, vous pouvez me dire, je vais prendre un VPN, je vais contourner les règles, etc., machin. Mais là, je pense, après, je pense que déjà, on vise, à mon avis, majoritairement des jeux mobiles. Je pense. Après, il n'y a pas que, mais je pense que c'est ce qu'on vise principalement. C'est ça que j'ai parlé de l'OA Sora, parce que je pense que ceux qui sont dans cet écosystème savent que ça a été poussé pour créer un cadre qui leur était favorable, parce qu'ils avaient des coups de pression quand même qui commençaient à être de plus en plus importants de la NJ, et qu'à un moment, il fallait qu'on trouve quelque chose pour éviter qu'ils se retrouvent. Ouais. Il y avait ça aussi. Voilà. Mais c'est pas un jeu mobile, un soir. Non, j'entends bien, vous avez raison, mais ça concerne quand même, absolument, mais ça concerne quand même beaucoup des jeux mobiles à la base, où on va dire que potentiellement le fait de ne pas avoir accès au store, de ne pas être disponible sur le store français, je pense, à mon avis, que ça suffit à considérer qu'on ne vise pas explicitement les joueurs français. Même si en réalité, quand on utilise un téléphone Android par exemple, on sait qu'on peut télécharger un jeu mobile même si il n'est pas disponible sur le store. Mais combien le font, je pense, relativement peu. Donc voilà, mais après, encore une fois, chacun peut avoir son interprétation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, du côté d'Ubisoft, enfin vous, Camille en tout cas, vous considérez que le régime vous est plutôt favorable? Alors, je ne peux pas vous répondre à ça. Je dirais juste qu'objectivement, pour moi, le régime s'applique qu'on soit une entreprise française ou pas, dès lors qu'on a des joueurs français qui peuvent accéder à notre jeu et qui accèdent à notre jeu. Après, le simple fait d'être indépendamment de viser ou pas le marché français.
Ok. Tout ce que je fais. Non, mais je pense que vous avez raison. Simplement, moi, je parle pas d'un site internet. Hein. Moi, je suis sur la logique plutôt des jeux mobiles, exactement. Mais sur le site internet, ça, c'est évident. Donc, simplement, les joueurs français, ils peuvent pas s'inscrire ils pourront pas s'inscrire sur les jeux étrangers. Simplement, mon point, c'était quoi? C'était de dire que d'avoir un régime qui est un régime franco-français, alors qu'on est dans une logique européenne, quelle que soit la réglementation qu'on applique désormais, je pense que c'était pas forcément comment dire, je trouve que c'était pas forcément s'inscrire de manière intelligente dans un marché du jeu qui est un marché mondial. C'est tout, voilà. Et il me semblait, mais peut-être que j'ai mal compris, que il y avait eu, alors je sais plus qui de chez Ubisoft qui s'était exprimé sur le sujet, je vous cache pas, je me souviens plus, mais il y avait d'ailleurs eu un petit déjeuner chez The Big Whale, il était présent, son nom m'échappe, mais je vous retrouverai son nom, et où il avait clairement exprimé des réticences en expliquant que si le coût de mise en place, je parle notamment de la partie KYC-AML ou même de l'interdiction aux mineurs, enfin voilà, si le coût et les conséquences de mise en place de ce régime étaient disproportionnés par rapport à l'avantage que ça pouvait procurer, que grosso modo, ça crée comment dirais-je, une distorsion de concurrence avec des pays étrangers qui, eux, n'y étaient pas soumis. Voilà, c'était ça mon propos. Après, on peut ne pas être d'accord. C'est possible, je suis intéressée de voir, une fois qu'on aura les décrets d'application, l'impact que ça a sur les entreprises de gaming, à la fois en France et à l'étranger, qui proposent ce genre de jeu. Je pense que ça va être la meilleure façon de Vous avez déterminer raison. Vous avez raison. si, On verra. si ça apporte ou non de la compétitivité dans le secteur. Ouais, vous Je avez pense que raison. c'est un peu trop tôt. Ouais, de toute façon, il est expérimental. Donc, effectivement, ça, par contre, c'est une bonne chose, je pense. C'est-à-dire que le fait d'avoir quelque chose ça, je pense que ça, pour le coup, je trouve que c'est positif. C'est-à-dire d'avoir quelque chose dont on sait par définition qu'il peut être mouvant. Voilà. Donc, ça, c'est bien. On va peut-être, effectivement, continuer sur le sujet. Alors, clic. Et ça ne marche pas. Si, ça marche. Alors, les caractéristiques des objets numériques monétisables. Donc, il y a 4 principales caractéristiques. Il y en a potentiellement d'autres. Donc, déjà, alors, comme je l'ai dit, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas c'est pas systématique. Les jeux, donc, ce sont souvent, les ONUM, sont souvent ces objets numériques monétisables sous forme de jetons non fongibles. Et c'est pas toujours le cas. Je vais expliquer après ce qu'est un NFT. Ils confèrent des droits qui sont spécifiques aux joueurs dans le contexte du jeu. Ils sont susceptibles d'être cédés à des tiers. Et encore une fois, comme je l'ai précisé en introduction, c'est un sujet qui est un sujet important parce qu'en réalité, qui dit susceptible d'être cédé dit que ça peut générer des gains et donc forcément, ça intéresse le régulateur et le législateur naturellement. Et puis, de la même manière, tout à l'heure, j'évoquais l'objectif sous-jacent aussi qui était de protéger le consommateur. Et bien là, on a une valeur qui est une valeur fluctuante, donc qui peut forcément, qui est soumise aux aléas d'un marché, et donc qui peut fluctuer de manière importante en fonction de la rareté, en fonction de la demande, et qui peut générer des plus-values importantes, comme faire perdre beaucoup d'argent. Sora, c'était Sora tout à l'heure, certes, ce n'est pas une application mobile, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur ce site, et il y en a qui en perdent beaucoup. Et donc, il y a le côté addictif du sujet. Le poursuivi par la loi est double finalement. C'est-à-dire que c'est à la fois l'encadrement d'un jeu et la protection des personnes faibles ou susceptibles d'addiction. Et en même temps, c'est peut-être d'arriver à capter un marché secondaire où il va y avoir des ventes et des reventes avec des plus-values potentielles importantes. Oui. Et donc un œil d'une institution ou des impôts, je ne sais pas, sur ce marché pour s'assurer de la régularité qu'il y a des déclarations qui sont faites. Alors, comment est-ce qu'on connaît la valeur de revente d'un objet, d'un jeton sur le marché? La loi de l'offre et de la demande. Mais comment est-ce que les impôts, c'est comme le marché de l'automobile, par exemple, c'est-à-dire qu'on les contrôler ceux qui ont vendu, il n'y a que comme ça qu'ils commencent à savoir le marché de l'automobile d'occasion. C'est déclaratif, c'est ça, donc, bien sûr, évidemment. Les gens déclarent dans leurs impôts ou pas. D'accord. Ils déclarent leur plus-value et ils sont imposés sur la plus-value qui est générée au moment de la revente de leur jeton, effectivement. D'accord. C'est considéré comme quoi? Comme une vente d'un actif numérique? Alors, en fait, c'est c'est une bonne question parce que, en fait, tout dépend de la qualification juridique dans laquelle le jeton rentre. Parfois, ce sont des NFT. Parfois, ce sont considérés comme des actifs numériques. Et dans ce cas-là, la fiscalité qui leur est appliquée est assimilable à la fiscalité de son sous-jacent.
Donc c'est pour ça que quand on dit les zonums sont souvent sous forme de jetons non fongibles, le mot souvent il est utilisé à dessein parce qu'il ne l'est pas, c'est pas exclusif, d'accord? Et la fiscalité qui est applicable aux actifs numériques n'est pas la même que la fiscalité qui est applicable aux NFT. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une présentation en tant que telle, de déterminer ce qui est réellement un NFT et ce qui relève de la qualification des actifs numériques. Parce qu'on se rend compte que parfois, par exemple, Sorare affirme que les jetons qui figurent sont des NFT. Je pense que ce sujet est potentiellement soumis à débat. Je sais plus quel est le terme pour les NFT, mais il faut qu'il y ait un moment de bascule où le NFT basculer sur la blockchain. En fait, c'est l'actif et basculer. Oui, après, c'est pas le fait d'être basculé sur la blockchain qui peut faire le distinguo entre un NFT et un actif numérique. C'est que le NFT, supposément, n'est pas fongible, n'est pas interchangeable, et qu'en réalité, il correspond à soit un service unique, soit quelque chose qui a vocation à avoir une forme d'unicité. Voilà. Dans les jeux, très souvent, l'unicité est seulement par lot, par ensemble de produits. Oui, alors, il y a ça. À l'intérieur d'une fongibilité. Et puis moi, exactement. Et puis moi, je me permets de vous dire, par exemple, dans un jeu, vous jouez à un jeu sur mobile, vous récupérez un personnage qui a un design particulier, il a un haut rouge et un bas bleu. Moi, par exemple, j'ai un fils de 8 ans, il joue à un jeu qui s'appelle Brawl Stars, voilà, tous les jeunes jouent à ça, là, bon, voilà. Et il gagne un personnage. Moi aussi. Voilà. Bon, il n'y a pas que les jeunes, alors. Voilà. Non, mon fils aussi. Ah, ton fils aussi, d'accord. Je me suis dit, toi aussi, ok. Je me suis dit, pourquoi pas, Virginie aime bien ça. Ok, voilà. Donc, ok, très bien. Bon, voilà. Donc, moi, mon fils ne joue qu'à ça. Enfin, en tout cas, ça modérément, mais il joue. Et donc, c'est simple. Il a un personnage, donc il gagne un personnage. Sauf qu'en réalité, son copain a gagné le même personnage, mais habillé différemment. Est-ce que c'est un NFT ou pas? Bon, moi, personnellement, j'ai du mal à le croire. Mais beaucoup de plateformes surfent un peu sur cette absence on va dire, de clarté réglementaire, alors qu'en réalité, je pense que on s'approcherait plus, à mon sens, des actifs numériques que des NFT. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un débat. Le fait qu'il y ait un identifiant unique à chaque produit est tout à fait possible. Alors, mais justement, c'est ça. Le débat, il est là souvent d'ailleurs, c'est que quand on discute avec des plateformes type Sorare, ils vous expliquent qu'en fait, il y a un numéro d'identification unique. D'accord, mais la question que je pose, encore une fois, c'est une question, pas d'affirmation là-dessus, c'est est-ce que le fait de rattacher ça, qu'ils disent souvent, on a une norme technique ERC spécifique, et cette norme technique, 720, je crois, et cette norme technique, à elle-même, est de nature à, comme si ça justifiait d'une qualification juridique. Mais en réalité, on n'est pas tenu, quand on est juriste, aux normes techniques derrière. Ce n'est pas parce que vous décrétez que vous utilisez une norme technique que forcément vous êtes un NFT. Et je ne pense pas, après, c'est soumis à débat, mais pour moi, ce n'est pas parce qu'il y a un numéro d'identification unique que pour autant ça justifierait d'en faire un NFT par principe. Sinon, vous l'avez dit vous-même, on prend une collection, tous ressemblent avec quelques détails, ils ont chacun un numéro unique, donc quoi, c'est un NFT. Et les droits spécifiques associés sont les mêmes. La réglementation européenne, MiCA, donc on pourra y revenir, elle précise justement, elle dit ce qui est un NFT, ou plutôt ce qui n'est pas un NFT, et elle explique justement que les collections sont susceptibles d'être requalifiées en actifs numériques et pas en NFT. Donc, nous avons effectivement déjà, la réglementation a déjà laissé entendre le fait qu'il pouvait y avoir un sujet là-dessus. Bref, les zonums concernent majoritairement des NFT, mais pas que. Encore faut-il déterminer ce qui est réellement un NFT, et ça pourrait faire l'objet d'une conférence en tant que telle. Bon. Je poursuis. Alors, tiens, justement, parlons-en. Définition légale des onums. Donc, il y a premièrement une proximité avec les actifs numériques, c'est-à-dire que la définition, elle est très proche, donc celle qui est retenue par la loi SREN, est très proche de la définition d'un jeton qui compose les actifs numériques avec les crypto-monnaies, qui est définie à l'article L5410-1 du Code monétaire et financier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un jeton qui représente un ou plusieurs droits numériques pouvant être transférés ou conservés au moyen d'une technologie de registre distribué. C'est la définition de l'utility token. Et juste pour la petite précision, si des sociétés comme Sorare et d'autres souhaitent, autant que faire se peut, éviter que leurs jetons soient requalifiés en actifs numériques, c'est pas un hasard. C'est pas pour la beauté du geste. C'est simplement qu'il y a un régime
en France et à partir du 30 décembre prochain en Europe, qui en réalité est un régime qui porte sur des prestations de services sur cryptoactifs, sur ces utilities tokens. Ça veut dire qu'à partir de l'instant où vous réalisez ces services-là, donc par exemple vous conservez des jetons pour le compte de tiers, ou vous les échangez contre d'autres jetons utilitaires ou contre des euros, voire que vous créez carrément une plateforme d'exchange, ce qui est un peu ce que fait Sorare aussi, puisqu'on peut s'échanger en seconde main les jetons, eh bien, on est régulé auprès de l'autorité des marchés financiers et c'est une obligation réglementaire. Et donc, évidemment, l'avantage de Sorare de ne pas rentrer dans la qualification des actifs numériques, mais dans celle des NFT, lui permet d'éviter, en tout cas jusqu'à présent, de devoir se soumettre à la réglementation relative aux prestataires de services ou actifs numériques, ce qui est, à mon avis, comme je l'indiquais tout à l'heure, un sujet qui peut être soumis à débat d'un point de vue juridique. On peut comprendre pourquoi ils n'y sont pas, mais on peut aussi comprendre, enfin en tout cas, on peut émettre des objections éventuelles sur le sujet. Alors, oui, bien sûr. C'est l'échange d'actifs numériques ou de NFT qu'on régule? Actifs numériques, pas NFT. Ah, oui, justement. Alors, pour l'instant, à date, les NFT ne sont pas soumis à une réglementation spécifique, d'accord? Au-delà de l'ordre public, droit des contrats, etc., etc. Il n'y a pas le droit de la consommation, mais il n'y a pas de réglementation spécifique adaptée aux NFT. Ça, c'est pour, donc il n'y en a pas dans la réglementation française. Il n'y en a pas dans la réglementation européenne, parce qu'en fait, la réglementation européenne fonctionne par opposition. C'est-à-dire qu'elle dit tout ce qui n'est pas un actif numérique n'est pas soumis à la réglementation. Et donc, les NFT n'y sont pas soumis. Comment? Pardon. Donc, ils ne sont pas soumis. En revanche, il y a des rumeurs, plus que des rumeurs, que la deuxième itération de MiCA, qui arrivera vraisemblablement d'ici 2 à 3 ans, intégrera une réglementation dédiée aux NFT. Maintenant, il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire encore une fois très schématique, les NFT en tant que tels ne sont pas régulés. En revanche, ce qu'on appelle les fake NFT le sont. C'est un NFT qui, en réalité, serait un faux NFT et qui serait un actif numérique qui en réalité n'en dirait pas le nom. D'accord? Donc, ça, effectivement, on a des exemples, nous, en tant qu'avocats, en permanence. C'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets qui viennent avec des NFT décrétés et qui sont soit des actifs numériques, soit des titres financiers. Et dans ce cas-là, ils doivent être soumis à la réglementation du sous-jacent et non pas à l'absence de réglementation du NFT. C'est pas parce que j'arrive et que je décrète que j'ai un NFT que pour autant je ne dois répondre à aucune obligation réglementaire. Très important ça. Ça a été dit, redit, notamment par l'autorité des marchés financiers systématiquement. Voilà, c'est la substance qui préside à la réglementation. Comment on distingue les deux? Alors, je vais prendre un exemple, c'est du cas par cas, mais évidemment, on a des cas qui sont évidents. Demain, vous avez une peinture, vous êtes le propriétaire de cette peinture, vous avez un monnaie extraordinaire, vous êtes le seul à l'avoir, vous décidez d'en faire un NFT qui correspond précisément à ce monnaie, c'est-à-dire qui est son certificat d'authenticité numérique, ça c'est un NFT. Il y a peu de doute, puisque le sous-jacent, c'est un tableau dont vous êtes le seul propriétaire. Ça pourrait être numérique d'ailleurs. Vous avez entendu parler, je pense, tous ici de ces singes à 15 millions de dollars au moment en 2020, où vous avez un NFT qui correspond à un singe, il n'y en a qu'un seul, il y a cette marque numérique. Ça, c'est la définition, j'aimerais dire, par excellence du NFT. Et puis après, on a des sujets qui sont beaucoup plus soumis à débat. Typiquement, lorsqu'on a des porteurs de projets qui viennent avec des NFT dont on voit très bien que ce sont des obligations ou des actions tokenisées, ils vous mettent ça en vous disant oui, mais c'est une obligation, et chaque obligation est différente parce qu'elle donne droit à des droits différents, etc. Mais il n'en reste pas moins que c'est la réglementation financière qui s'applique. C'est le cas pour les actifs numériques également. Donc, il y en a beaucoup qui, en réalité, croient traiter des NFT, mais qui n'en traitent pas. Mais c'est actif numérique parce que ça porte sur les valeurs financières? Ah non, justement, c'est complètement opposé. C'est par opposition. C'est-à-dire, les actifs numériques, justement, ils sont définis par opposition aux titres financiers. D'accord? Donc, c'est-à-dire que... Je veux dire, imaginons par exemple des vidéos d'un sport qui seraient captées et échangées sur une plateforme. Oui. Entre les adhérents à la plateforme, ça pourrait être un actif numérique. Ça serait un actif numérique? Alors,
On parle d'extrait sportif Ouais. unique, précis, qui appartiendrait à celui qui décide d'en faire des NFT. Donc, par exemple, Canal+, demain, décide, s'ils avaient encore les droits du foot, décide, parce qu'ils ont les droits dessus, de prendre des extraits et d'en faire des NFT. Par exemple. OK, ça, ce serait un NFT pour moi. Un NFT, mais même s'il n'est pas minté, je ne sais plus quel est le terme, sur la blockchain. Alors, ça suppose, Minté, oui, pas minté minté, sur la blockchain. ça suppose effectivement, le NFT suppose qu'il y ait une D'accord. action qui se fasse on-chain. Mais si ça n'est pas minté sur la blockchain et que ça reste des extraits d'un match, effectivement, qui sont accessibles, Oui. qui ne sont pas nécessairement uniques. Oui. Comment ça, pas nécessairement unique? Parce que par définition. Plusieurs personnes peuvent télécharger cet extrait. Oui, mais par contre, d'accord, mais L'extrait en lui-même, l'extrait en lui-même est unique. Ouais. Mais donc ça sera un actif numérique? Oui, c'est un peu théorique. Non, mais ouais, difficile à dire là. Parce que Pour moi, si tu prends un extrait, tu prends un match de foot, tu prends un extrait, il y a un but, d'accord? Tu décides de prendre, tu es le propriétaire des images, hein, on n'est pas dans une logique de contrefaçon. Donc tu prends cet extrait. D'ailleurs, je crois j'avais vu un projet il y a 4 ou 5 ans qui voulait un peu faire ça. C'est-à-dire qu'il voulait NFTiser des moments clés d'une vie. Je crois que c'est dans le cinéma. Bon, bref, imagine, tu adores Les Visiteurs, il y a un extrait que tu trouves extraordinaire, t'en fais un jeton parce que tu t'appelles, tu es le producteur, tu as les droits sur le film, évidemment, et tu décides, ou une citation que tu trouves formidable, t'en fais un jeton et tu décides de le vendre, tout simplement, en disant, ben voilà, je serai le seul, imagine, t'es fan des Visiteurs, tu seras le seul à avoir le jeton qui correspond à cette citation. Bon, bah, c'est purement un NFT. Là, pour le coup. Et d'ailleurs, la plateforme, on avait fait une étude réglementaire et ça avait été là, c'était bien avant que vous deux arriviez. C'était avant. Mais c'était il y a 4 ou 5 ans. Il faut qu'il se soit remonté sur la blockchain. Oui, monsieur. D'accord. Bien sûr. Mais là, d'accord. Un exemple, c'est par exemple un événement sportif, une Formule 1 dans un virage. Oui. L'image, celui qui est titulaire de l'image, oui. En fait, la met à disposition dans le cadre de jeux concours, choses comme ça, sur une plateforme, sans la minter sur la blockchain. Est-ce que là, ça rentrerait dans la qualification des NFT? Non, est-ce que c'est un actif numérique? Non, un actif numérique suppose, regarde bien, c'est là. Un jeton représentant plusieurs droits numériques pourrait être transféré ou conservé au moyen d'une technologie de registre distribué. Et la technologie de registre distribué, c'est la blockchain. Il faut que ce soit horodaté dans la blockchain. D'accord. Il faut que ce soit intégré dans la blockchain. D'accord. Donc, tant qu'il n'y a pas un critère d'unicité, quelque part parce que c'est assis sur la blockchain, ça ne peut pas être ni un NFT, ni un actif. S'il y a un critère d'unicité, c'est un NFT. S'il n'y a pas un critère d'unicité, ça pourrait être un utility token. Utility token porte le mot utility. Utility, c'est usage. Il faut donc, pour pouvoir être qualifié d'utility token, qu'il y ait un cas d'usage associé. Donc, je vais prendre un exemple concret. Je prends toujours le même exemple. Ça fait 5 ans que je prends le même exemple. Ils n'ont toujours pas décidé de le créer, mais peut-être que ça va arriver à un moment ou à un autre. La SNCF. D'accord? Tout le monde connaît la SNCF, tout le monde est passé par là. Donc, la SNCF demain décide d'émettre un jeton et décide d'émettre ce jeton en disant que grâce à l'obtention de ce jeton, tu bénéficieras de manière automatique de X% de réduction sur tes billets, plus d'accès au train de manière anticipée, plus etc. Un programme de membership, si tu veux, d'accord? Chose qu'on connaît extrêmement classiquement de tout temps. Bon, eh bien, il décide d'émettre un jeton là-dessus. C'est un jeton d'usage. C'est certainement pas un jeton unique. Toi, tu l'achètes, moi, je l'achète, on est tous à l'acheter ici, on aura le même jeton. Si jamais c'est une place directement dans un train précis, à un moment. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, par contre. Si demain, tu me dis, oui, mais alors, à mon avis, il faudrait quand même que ce soit précis, parce que si c'est acheter une place dans un Paris-Rome, alors que Paris-Rome, il est tous les matins à 7 heures, il n'y a rien d'unique. Par contre, si tu me dis, c'est le seul train qui va faire Paris-Moscou, bon, là, c'est peu probable en ce moment. Mais bon, allez, prenons le Paris. Paris-Moscou, il y en a un, et c'est le seul, et tu prends ta place. Oui, sur le papier, ça pourrait être qualifié de NFT. Voilà. Mais il faut vraiment une logique d'unicité. Il faut vraiment que ça corresponde à quelque chose qui est unique. Par exemple, la vidéo en question, si la 100 vidéos qui sont présentées par son jeton, là, par exemple, Spielberg dit je fais 100 jetons avec un extrait d'un film que je ne vais jamais diffuser au cinéma. S'il n'y a que 100 jetons, même si c'est l'extrait d'un film ou de la Formule 1 en question, sera qualifié d'un actif numérique, parce que ces 100 jetons seront fongibles entre eux, ils ne seront pas uniques, et il y aura la représentation d'un droit
j'ai le droit, en tant que détenteur du jeton, Absolument. de voir cet extrait très rare. En revanche, si Spielberg fait un seul jeton, qui n'est pas unique, qui n'est pas fongible, là, ça sera considéré comme. Non, mais ce que j'essaie de. Après, je vais te laisser finir, mais pas de j'essaie de voir c'est si la intéressant. catégorie des actifs numériques, c'est celle qui régulait le taux. Oui, monsieur. Là où sont les enjeux en termes juridiques. Je confirme. Et la catégorie des actifs numériques, comme je t'écoute, ce que je peux voir par ailleurs, j'ai l'impression que c'est assez large, et plus large que les NFT, parce que les NFT, il faut qu'il y ait une opération particulière, une unicité. Je vais te répondre. Mais le NFT peut être un actif numérique, c'est ça. Oui. Oui. Mais C'est un peu, ouais, ça dépend des le jeton, ça dépend de ses caractéristiques. Parce que j'en reviens à la question de Marc, comment on distingue un actif numérique d'un NFT? En fait, c'est plus sur la catégorie actif numérique que. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la distinction, déjà, elle est ténue. D'accord? C'est pas une distinction que c'est pas. Alors, parfois, c'est évident. Je vais prendre un exemple qui potentiellement est évident. Tu es propriétaire de ta résidence principale? Ok. Tu es forcément assuré, c'est obligatoire. Tu as un numéro de police d'assurance rattaché à ton nom. Tu décides de le NFTiser, c'est un NFT. Enfin, de tokeniser, pardon. C'est un NFT. Simplement parce que c'est rattaché à un service spécifique, c'est à ton nom, c'est ta police d'assurance. D'accord? Si demain, il y a un jeton qui correspond à un service que Allianz, qui est ta compagnie d'assurance, propose, que tout le monde peut prendre ici, parce qu'il y a un caractère d'interchangeabilité, c'est-à-dire que ça peut être toi, ça peut être moi, c'est pas rattaché à la propriété physique de quelque chose, la propriété numérique de quelque chose, à un service, une prestation de service précise, etc. À ce moment-là, ça ne rentre pas normalement dans la logique des NFT. Et c'est un actif numérique. Et ça devient probablement un actif numérique, c'est pas 100% sûr. Pourquoi c'est pas 100% sûr? Déjà, premièrement, parce que ça peut être un titre financier, d'accord? Si ça se rattache potentiellement à une obligation, à une action, ou à du revenu, par exemple, à du royalty, typiquement, et on a eu beaucoup de débats au sein de notre cabinet avec l'AMF sur la qualification de ce qu'est un royalty, etc., etc. Et puis, j'ajoute aussi un point important, c'est que nous avons expérimenté beaucoup de discussions avec l'autorité des marchés financiers sur les actifs numériques. Et en fait, ils estiment, ça peut être débattable, hein, que, par exemple, un jeton dont l'usage ne serait que d'offrir un gain monétaire à celui qui en est le propriétaire dans le cadre d'une plus-value à la revente, n'est pas constitutif à lui seul d'un usage qui justifie la qualification d'actif numérique. Voilà, par exemple. Là, il y a beaucoup de. Voilà. Il y a beaucoup de conditions. Bien sûr. Mais je suis d'accord. Donc, c'était une discussion très intéressante qu'on a eue. On est allé les voir sur un sujet, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que la qualification. Et pourquoi c'est important? Parce que jusqu'à MiCA, quand tu émets un actif numérique auprès du public, tu n'avais besoin d'aller voir l'AMF que si tu voulais obtenir un visa et que tu voulais communiquer auprès du public. D'accord? Il y en a eu 5 depuis 2019, un par an. Donc, c'est un désastre complet. Ça n'a servi à rien. Cette réglementation n'a servi à rien. En revanche, à partir du 30 décembre, dans des cas qui sont fréquents, c'est-à-dire des cas où tu vas communiquer auprès du public et où tu vas émettre plus d'1 million d'euros de jetons sur une période glissante de 12 mois, ce qui sera probablement le cas de la plupart des opérations, tu as un système déclaratif, c'est-à-dire que tu devras déclarer l'opération à l'autorité des marchés financiers qui pourra éventuellement te mettre des bâtons dans les roues s'ils estiment que tu rentres pas dans les critères. Il y en a beaucoup qui, à mon avis, vont s'en rendre compte. Voilà, donc ça, ce sera pour les prochaines. Donc, on digresse un petit peu, mais ça permet de comprendre parce que ce distinguo est effectivement très, très important. L'élément sur les NFT qui me Oui, parle de Mika. la partie ayant droit. Parce qu'en ayant droit à un droit limité à longtemps sur la propriété des biens, et qu'avec le NFT, du coup, on va avoir un droit qui est échangeable plus tard. Non, il est échangeable, c'est une nature, et ça permet potentiellement de le vendre 100 ans. Rapport au retard. Rapport au vendeur, Ouais. sens général. Mais le NFT, on peut le revendre après. C'est juste Oui, qu'il le qualifie. Ça définit, ça permet d'étendre un droit qui est défini sur une durée. Oui, mais il n'est pas forcément défini sur une durée limitée. Quand le droit n'est pas NFTisé. On peut céder un droit
potentiellement. Oui, mais enfin, dans la pratique, ça amène à une extension possible. Oui, mais elle pourrait se faire sans NFT, extension possible. Je veux dire, je pense pas que ce soit le NFT lui-même qui fasse qu'il y ait une extension des droits qu'il n'y aurait pas lorsqu'on n'est pas en NFT. Si. En tout Je suis cas, d'accord avec toi. il y a Regarde, une- souvent, c'est la question d'achat. Là, pendant 6 mois, c'est pas parce que tu peux aller à la NFT. Si tu as une option d'achat sur quelque chose, là, pendant 6 mois, elle a une durée de vie de 6 mois, ton option d'achat. Après, elle est plus existe. C'est pas parce que tu vas à la NFT que tu vas prolonger cette durée. Non, je suis d'accord. Mais après, attention aussi, la cession de NFT n'implique pas forcément les droits d'auteur qui vont avec. C'est-à-dire que si je reprends Spielberg, l'extrait, moi, en fait, mon NFT, j'accède. Justement, quels sont les droits qui sont liés? C'est ça, bah, c'est dans le contrat. Oui, mais C'est parce que ça ne va pas être justement une proposition de produit, puisque c'est les droits d'auteur dont on parle. après les 60, donc quand c'est dans le domaine public, Enfin, il y a une ça dépend, mais qui instruction, c'est c'est vrai, c'est intéressant. Bah, ça dépend qui a accès. Ceux les 100 On vous entend plus? Est-ce que vous nous entendez là? Là, c'est bon. Je Merci. suis désolé, Virginie. Je suis désolé, Pas de je souci. n'ai pas appuyé sur le bouton par erreur. Pas de souci. Pardon. Ok, super. On y va? Ouais, non, mais après, on peut continuer. Moi, ça paraît bien. Hein. Ok. Alors, justement, les implications réglementaires pour les éditeurs de jeux. Donc, comme je l'indiquais, la qualification de NFT ou d'actifs numériques est susceptible d'avoir un impact significatif sur la réglementation qui lui est appliquée, puisque, comme indiqué tout à l'heure également, il y a un régime qui est le régime PSAN actuel en France qui sera remplacé par le régime européen MiCA à partir du 30 décembre de l'année prochaine. En réalité, si on va être très précis, MiCA est déjà rentré en vigueur pour certaines de ses dispositions, concernant notamment les stablecoins, ce n'est pas le sujet du jour. Et effectivement, là où c'est un point qui est à mon sens déterminant, c'est que les éditeurs de jeux devront être particulièrement vigilants sur la qualification du jeton, puisque à partir de l'instant où il tombe dans la qualification d'actif numérique, il serait dès lors soumis éventuellement à MiCA, à partir de l'instant où il réalise des services sur cryptoactifs. Je pense notamment à la conservation, à l'échange ou à des plateformes d'échange crypto-fiat, ou alors à des plateformes d'échange. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et comme je le disais, je pense, c'est un avis personnel qui est le mien, qu'il y a beaucoup de plateformes qui, en réalité, à mon sens en tout cas, ne rentrent pas réellement dans la qualification des NFT et qui profitent du semi-flou juridique qui existe autour des NFT. On va être clair en disant qu'il y a un semi-flou parce que il y a beaucoup qui pensent qu'en mettant NFT sur un white paper et sur un projet, ça suffit à s'exonérer de toute responsabilité. Eh bien, effectivement, il y a voilà, je pense qu'il va y avoir la patrouille va potentiellement rattraper pas mal de projets, à mon avis, à partir de l'année prochaine. Surtout qu'il y a maintenant le contrôle par l'AMF d'un certain nombre d'opérations, de la plupart en réalité d'opérations d'émission d'actifs numériques. Donc, je pense qu'ils vont être d'autant plus vigilants sur les projets qui se prétendent NFT, mais qui en réalité ne le sont pas. Voilà. Donc, je pense que ça va générer des débats, etc., sur le sujet à voir. On verra. Alors, les critères de qualification d'un jeu d'argent et de hasard. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans mon introduction, de manière préliminaire, j'avais indiqué qu'il y avait des velléités dans le cadre de ce projet qui étaient notamment de protéger le consommateur, de protéger les mineurs, etc., etc. Et quand j'ai parlé de la définition, quand j'ai évoqué la définition, j'ai repris un certain nombre de critères. Et ces critères, en réalité, sont déjà, pour certains, connus d'une réglementation qui est antédiluvienne maintenant, qui est celle des jeux d'argent et des jeux de hasard, qui est une des réglementations les plus strictes, si ce n'est la plus stricte qu'il puisse y avoir en la matière, puisque par définition, on le sait très bien, déjà une manne financière énorme pour l'État, évidemment, que ça touche à l'addiction, qui est une cause de santé publique, enfin prétendue ou avérée depuis longtemps, et parce que derrière, c'est également une problématique liée aux mineurs. J'évoquais tout à l'heure Sorare et les jeux mobiles, et mon fils.
Voilà, maintenant, il y a eu des sondages qui ont été faits il n'y a pas très longtemps. C'est les jeux mobiles, c'est quasi les 3/4 des ados qui jouent dessus, c'est pas plus. Donc on a un sujet monstrueux de coûts aussi derrière, d'addiction, et etc., etc. Bref. Donc il y a une problématique. Et donc il est intéressant de reprendre ces critères-là. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit en réalité qu'on a voulu créer un régime sui generis, alors qu'il existait déjà un régime. Sauf que le régime existant était tellement dur à aller chercher que, en gros, et c'est pour ça que j'ai parlé de loi Sora, c'est parce que c'était soit vous changez votre modèle pour ne plus rentrer dans ces critères-là, soit concrètement, vous êtes obligé de vous soumettre à ce régime qui est un régime extrêmement difficile. Il suffit de demander à tous les opérateurs de jeux en ligne, poker, etc. Enfin, c'est, je pense, l'agrément le plus dur à obtenir en France, sans aucune contestation possible. Donc, il y avait un sujet. Et on a trouvé cette solution intermédiaire qui était de dire, non seulement on va pas vous demander de changer votre modèle, on va pas vous demander d'aller voir la NJ et de devenir un opérateur de jeux en ligne, on va créer un régime d'entre-deux. Voilà. Moi, encore une fois, je répète, je suis pas partisan de ce type de régime-là, créé un peu pour les besoins de la cause, mais en tout cas, ça a été, à mon sens, comme ça que ça a été pensé. Voilà. Le régime date de quand, en fait, où il est déjà en ligne? Alors, aucune idée. Je ne vais pas te répondre, je ne sais pas. Mais quand j'ai dit antédiluvien, c'est qu'il date d'il y a longtemps. Ça n'a rien à voir avec les loteries? Si, c'est lié. 1930, alors. Par rapport au monopole, après, loi 1920. Voilà, bon, tu connais mieux que ça, bien mieux que ça que moi. Mais... Bon, voilà, donc de toute façon, mais enfin, pour tout ce qui est jeu d'argent et jeu de hasard, ça date simplement parce que c'est vieux comme le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de un inventé en disant ça. Alors, les critères, c'est intéressant parce que on va remarquer, on va regarder, tiens, c'est bizarre, ce sont peu ou prou les mêmes critères que ceux qu'on a vus pour les zonums. C'est-à-dire d'abord une offre publique, je l'ai dit, c'est pas privé dans son garage, une espérance de gain, plusieurs éléments de hasard. Donc voilà, reste à déterminer qu'est-ce que le hasard. Enfin, c'est toujours le même sujet, ça peut être un débat infini. Vous jouez à un jeu mobile, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est, comme on dit chez ceux qui jouent, du skill, c'est-à-dire du talent à être plus ou moins bon, etc. Alors ça, c'est un débat infini. On peut passer encore une fois la soirée sur qu'est-ce que le hasard et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que les échecs, c'est du hasard ou est-ce que c'est purement de... Voilà. Moi, je pense que pour les échecs, c'est compliqué de parler de hasard, quoique. Et puis, après, le sacrifice financier. Et ça, c'est un sujet énorme qui renvoie à l'addiction, c'est faut mettre de l'argent au départ. Et d'ailleurs, effectivement, c'est lié à l'espérance de gain. C'est-à-dire que je mets de l'argent au départ parce que je veux faire un multiple, parce que j'ai cet objectif d'où protection du consommateur, etc., santé publique, etc., etc. OK. Alors, le cadre réglementaire, il est extrêmement contraignant. Je répète, c'est le régime le plus contraignant qu'il puisse y avoir. Et d'ailleurs, c'était pas un hasard qu'on en parle parce que c'est ce qui a fait que tous les opérateurs de jeux en ligne étaient vent debout contre la loi Jeune. Vent debout parce que eux disaient, attendez, nous, on nous impose des contraintes énormes et vous arrivez avec votre truc fait pour quelques boîtes, etc. Et en plus, ils avaient peur d'une chose, et ça, c'est aussi la grande, et on le sait nous en tant que juristes, c'est que quand on crée un régime, il y a toujours des petits malins, accessoirement souvent étrangers, qui viennent et qui disent « Ah, mais en fait, c'est très bien votre loi parce que ça va nous permettre de faire ce qui aurait été tellement compliqué à faire, on va le faire de manière beaucoup plus simple parce que vous verrez, le régime des genoux, il est déclaratif, donc il est beaucoup plus simple que le cadre qui existe pour les boîtes de jeux d'argent et jeux de hasard, pour les opérateurs. Et en réalité, qui se disent c'est en fait la panacée parce qu'on va pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant sous couvert d'un régime qui est plus favorable. Voilà, donc c'est les effets de bord. Et effectivement, cette loi, elle pourrait aussi créer des effets de bord, et c'est ce qui a fait que les opérateurs de jeux en ligne étaient extrêmement au vent debout, et ce qui a entraîné la saisine du Conseil constitutionnel par le truchement de certains parlementaires. Donc, il y a une autorisation d'exploitation, donc devant l'autorité nationale des jeux. Il y a la fourniture, effectivement, par la prévention du jeu excessif, l'encadrement de la publicité, la surveillance financière, qui se fait directement en lien avec l'ACPR, qui est l'autorité de référence sur ces sujets. La vérification d'identité, alors ça c'est fondamental. Vous allez voir n'importe quelle plateforme qui fait du jeu mobile. Vous par exemple, vous jouerez sur une plateforme mobile si vous deviez envoyer vos éléments d'identité pour jouer. Et excusez-moi, c'est comme dans je suis désolé, mais qui fait ça? Qui fait ça? Comme dans le porno. Oui, on est bien placé, on a un dossier en cours sur le sujet. C'est la même chose. C'est-à-dire que qui va faire ça? Qui fait ça?
Personne. Donc, en réalité, j'en reviens à notre discussion tout à l'heure qu'on avait, c'est que derrière, la question est de savoir, même si, évidemment, c'est compréhensible de le mettre en place. Mais après, il y a la question de la réalité de cette mise en place et surtout de savoir si, à force de vouloir trop bien faire, bah, au final, qu'est-ce qui va se passer? Si demain, on impose à tous ces jeux-là d'avoir le contrôle d'identité, bah, la plupart des jeux, soit ils vont aller se créer à l'étranger et effectivement interdire les joueurs français, et donc les joueurs français seront punis, entre guillemets, parce qu'ils n'y auront plus accès, soit ils vont essayer de changer leurs règles pour ne pas rentrer dans le régime. C'est pour ça que je disais que, à vouloir parfois trop bien faire, on finit par créer quelque chose qui est dans son application extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et en plus, on se met à dos tous les opérateurs de paris en ligne et co qui disent, mais attendez, c'est scandaleux, on a mis 5, parfois 10 ans pour obtenir un agrément, vous arrivez avec votre truc et vous permettez à d'autres de... Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais c'est important de comprendre un peu les éléments de contexte. Donc, encore une fois, qui est contre ça? Qui est contre le fait de vérifier l'identité? Qui est contre d'éviter les mineurs? Qui est contre le fait de contrôler d'éviter qu'il y ait du blanchiment, etc. Qui est contre ça? Personne. Tout le monde est pour. Simplement, la question, c'est encore une fois, comment on le met en place, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas des outils qui permettent de rendre les choses fluides pour avoir? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je vais vous dire, alors dans la blockchain notamment, je sais qu'il y a des solutions qui ont commencé à émerger pour pouvoir faire du contrôle de KYC/AML de manière très très souple et très facile d'accès. J'ai plus les noms m'échappent, mais je sais que je vous retrouverai le nom si vous voulez. Il y a ça, évidemment, c'est dans cette techno tout à fait, mais il y a des boîtes qui se sont mis sur ce secteur. Ça, je pense que c'est l'avenir. Je le dis, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est la base de la base. Donc, pour vraiment rendre les choses faciles, accessibles, etc., et RGPD compliant, by the way, ce qui est quand même un élément fondamental, mais il n'en reste pas moins que, voilà, moi, je reste un peu sceptique sur la vérification d'identité, par exemple, et puis surtout, enfin, je ne vais pas dire... Bon, moi, j'ai un enfant de 8 ans. Je pense que pour les ados, c'est encore pire. Prenez un ado, vous lui mettez un jeu, vous lui interdisez d'aller sur le jeu, vous pouvez être sûr qu'il va en trouver 50 qui sont basés dans des paradis X, Y ou Z. Et puis, au pire, ils trouveront toujours un moyen d'y aller. Enfin, voilà. Donc, au final, le risque, c'est que ça crée, en fait, et ce soit pire. Parce que là, ils sont sur un store français, donc on peut voir un peu ce qui s'y passe. Tandis que si demain, c'est ailleurs, on a beaucoup moins de contrôle dessus. En fait. Alors, après, la décision, la fameuse. Donc, décision du Conseil constitutionnel. Alors, moi, en fait, j'ai lu cette décision et surtout, j'ai lu toutes j'avais trouvé ça hyper intéressant et je vous invite à lire si vous avez un petit peu de temps. Ça ne prendra pas peut-être en 1 heure ou 2, de lire tout le pourvoi, en fait, devant le Conseil constitutionnel, la saisine, pardon, qui avait été faite du Conseil constitutionnel. Et dans le cadre de cette saisine, on avait en fait dans un document ramassé l'intégralité de tous ceux qui avaient saisi le Conseil constitutionnel à ce moment-là. Très intéressant, très très intéressant. Il y avait des arguments en veux-tu en voilà, et l'argument en fait principal, c'était de dire vous créez un régime et vous créez une distorsion de concurrence en fait, manifeste entre nous qui avons effectivement obtenu un régime à la force du poignet et vous créez quelque chose, donc ça va forcément créer une distorsion. Le Conseil constitutionnel rend sa décision, critiquable, même si bon, ça reste le Conseil constitutionnel, on a quand même le droit de le critiquer. Et c'est critiquable pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel s'est engouffré un peu dans un trou de souris. Alors c'est intéressant, hein, la saisine faisait des dizaines de pages. La décision du Conseil, elle est extrêmement ramassée. Elle fait 2-3 pages, elle est très de mémoire, hein, très petite décision. Ils s'embarrassent pas de considération, ce qui, moi, me laisse entendre qu'ils étaient un peu gênés aux entournures, je pense. Mais après, ça, c'est ma vision des choses, parce que la décision était très limitée, hein, 3 pages, c'est brut de décoffrage. Et en gros, le Conseil constitutionnel nous disait, si les jeux à objet numérique monétisable constituent une opération qui, comme les jeux d'argent et de hasard, et donc là, on voit bien, on nous explique que c'est proche, exige un sacrifice financier et repose sur un mécanisme faisant appel au hasard, donc on a bien les mêmes critères. Il s'en distingue cependant par la spécificité du gain susceptible d'être obtenu, qui n'est pas un gain monétaire direct, mais prend la forme d'un élément même du jeu, pouvant ensuite être cédé à titre onéreux à des tiers. Alors là, on voit la partie de flux de traversière.
parce qu'en fait, il n'a jamais été question, en tout cas dans la jurisprudence, qui était quand même pléthorique sur le sujet, que le gain soit directement monétaire. Évidemment qu'il y a des loteries qui se sont créées, tu obtenais des voitures, tu rentrais dans les jeux d'argent et jeux de hasard. Là, en fait, ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est non pas du tout du moment que le gain n'est pas en euros. Donc, la décision est hautement critiquable. Et moi, ce que j'avais anticipé potentiellement au moment de cette loi et ce que je crois que le Conseil constitutionnel entérine, c'est que en voulant créer ce régime, on ouvre des opportunités. Ça veut dire que demain, tu crées une loterie pour faire gagner une Mustang, même s'il y a un sacrifice financier et il y a un hasard, comme le gain n'est pas un gain monétaire, sur le papier, tu pourrais envisager de ne pas rentrer dans la qualification des jeux d'argent et des jeux de hasard. Ce qui est quand même hautement critiquable. Voilà, hautement critiquable comme décision, je pense. Après, bon, voilà, c'est la décision du Conseil, c'est la décision du Conseil, mais ça démontre bien qu'ils étaient gênés et je pense qu'il fallait qu'ils trouvent un moyen juridique de faire passer la loi. Ils l'ont trouvé. Bon, voilà, chacun appréciera. Oui, pardon. Non, ça me fait rire, le chacun appréciera. Ouais. Chacun appréciera voilà, donc je sais pas si encore une fois bon, après on va pas rentrer dans des considérations politiques ce soir, mais d'ailleurs je pense que du côté Saman vous le savez sûrement bien mieux, mais je vous en parlerai pas de manière claire, mais moi en tout cas des informations que j'ai eues beaucoup sur cette loi et de ce qui s'est fait en off et de ce qui est dit en off. J'en reviens à ce que j'avais à la base, c'est-à-dire que c'est une loi qui a été faite un peu pour les besoins d'un acteur qui a été cité plusieurs fois ce soir, c'est un peu une loi sur mesure qui a été faite pour eux à la base, qui a été demandée par eux, qui a été faite pour eux, parce que je rappelle que quelques mois avant cette loi, on a l'ANJ il y a plusieurs articles dans la presse, et on a l'ANJ qui dit il y a un sujet avec Sorar, il faut qu'on, voilà, etc., etc. Et puis là, c'est branle-bas de combat. Bon, et bizarrement, il y a un projet de loi quelques semaines après, et bizarrement, le Conseil constitutionnel. Voilà, tout ça est quand même un peu cousu de fil blanc, je pense. Moi, je trouve. Hein, voilà, je donne mon avis. Ça pose quand même des questions, et je pense qu'il fallait que cette loi soit acceptée. Voilà. Et à mon avis, il y a dû y avoir pas mal de coups de fil. Oui, effectivement, dans la fière, aussi bien concernant les jeux en ligne que les opérateurs voilà. C'est la question de concurrence qui est aussi bien pour les en ligne que pour les casinos taxes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que en principe, 1 million ne rentre pas. Dans chaque casino, il y a des référents de jeu. Les personnes qui sont atteintes de pathologies en lien avec le jeu excessif. Oui, il y a quelqu'un qui les contrôle en continu. Donc là, on est vraiment sur un régime, notamment en matière de santé publique. Qui est bon, voilà. Bon, après, encore une fois, moi, si vous voulez, je pourrais être ravi de vous donner mon avis sur l'AD. Mais je pense que vous l'avez compris en filigrane, quel était mon avis sur cette loi, etc. Et pourtant, je n'ai aucune participation dans quelques plateformes de jeux en ligne, quelles qu'elles soient. Je joue même pas du tout. Mais je trouve effectivement que c'est pas, à la fois dans la genèse, mais aussi dans l'objectif poursuivi, je suis pas ultra convaincu de la pertinence. Mais après, encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec Camille, peut-être que je me trompe et que ce sera la meilleure des lois possibles, hein, je dis pas, j'en doute, mais voilà. Alors, qualification et régime des jeunes. Alors, il y a donc 5 points qui sont importants. Là, cette fois, on parle du régime jeunes, par comparaison, du coup. Premièrement, les activités autorisées. Donc, le jeu doit faire partie de la liste officielle des catégories des jeux autorisés. Alors, vous allez me dire, c'est lesquels? On les attend. Parce que la grande, évidemment, particularité de la France, c'est qu'elle fait un grand barnum d'une loi, et puis après, on attend 8 mois les décrets d'application, sous réserve de dissolution, de changement de Premier ministre, de trucs, de machin. Voilà. Donc, pour l'instant, elle n'est toujours pas applicable parce qu'on ne sait simplement pas à qui elle s'applique. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Oui, c'est certainement pas dans les top priorités, mais bon, à un moment, c'est quand même un peu étonnant d'avoir une loi et puis d'attendre 6 mois. Enfin bon, ça ne sera pas la première ni la dernière. Encore une fois, chacun appréciera. Accessibilité en ligne. Donc, le jeu doit être accessible au public, on l'a vu. Mécanisme de hasard, on l'a vu. Sacrifice financier. Donc, en fait, je me permets, hein, ce sont exactement les mêmes critères que les critères qu'on avait vus tout à l'heure sur les jeux d'argent et de hasard. Hein. On revient exactement à la même chose. C'est pour ça que je le dis, c'est du copier-coller. Et voilà, la différence, elle est majeure. C'est les gains non monétaires. Voilà, donc nous dit le Conseil constitutionnel, puisque ça suffit à le différencier, puisque c'est autre que de la monnaie, qui doivent être, par contre, à ce moment-là, qui peuvent être échangeables contre de l'argent réel, mais ce n'est pas de la monnaie fiat, ce ne sont pas des euros. C'est marrant qu'ils n'aient pas mis oui. une contrainte sur le fait que le processus d'utilisation des produits devait être lié à l'activité du jeu. C'est-à-dire que
Pour que ceci ne se distingue vraiment de Oui, oui. Sur l'argument des changeables, enfin, du produit changeable pour l'argent à la main, ce qui pourrait faire une différence dans ces univers-là, ce qui cherche vraiment une différence, c'est fait que le produit est utilisé pendant le jeu. Il y a un temps d'usage. Oui, mais d'accord, moi je vais demain dans un casino. D'une certaine manière, c'est la même chose. Ah, tu vois, dans un casino, on utilise la plaque, mais on n'en fait rien de plus. Alors là, elle est utilisée à l'intérieur du jeu comme élément. Ok, mais ok. Alors contre-argument, vous avez des jeux où c'est juste vous récupérez des assets. Tout à l'heure, ça a été utilisé, des rewards, des récompenses qui ne sont pas utilisables dans le jeu. Qui sont juste pour faire joli, que vous mettez dans votre coffre, etc., mais qui ne sont pas forcément utilisables dans le jeu. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est des rewards, c'est des récompenses. Mais la récompense n'est pas forcément quelque chose que vous allez utiliser. Ça peut être quelque chose qui est simplement à titre honorifique, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, vous retrouvez. De toute façon, je vais vous dire, hein, le texte, il a fait l'objet d'une exégèse. D'accord. Énorme. Tous les points ont été traités. Tous. Qu'est-ce que le hasard? J'en parlais tout à l'heure. Ça, encore une fois, il faut faire une thèse sur le sujet. Qu'est-ce qui rentre dans le hasard? Qu'est-ce qui rentre pas dans le hasard? Certains ont essayé d'expliquer qu'en fait, les jeux mobiles ou les jeux type Sora, etc., c'était, comme je l'ai dit, un jeu vidéo, donc c'était du skills. Parce que, en réalité, c'était, et vous savez, moi, je joue un peu, je joue à un jeu vidéo depuis longtemps. Faites une partie de Call of Duty, par exemple, il y a de la chance. Mais il y a beaucoup de compétences, en fait, en réalité. C'est bien plus de la compétence que de la chance, d'ailleurs. Des compétences différentes. Voilà. Et donc, ou les jeux Ubisoft, d'ailleurs. Voilà, les jeux Ubisoft. Mais ça, il y avait des jeux de hasard. C'est possible. C'est possible, je suis d'accord. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il y a l'exégèse a été faite, je vous assure. Et d'ailleurs, moi, j'avais reçu quelqu'un de chez Saman aussi. C'est le travail qui avait été fait par les parlementaires à ce moment-là. Pour le coup, c'est rare que je le dise, mais il était puissant. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment, sont allés loin. Donc, qu'est-ce qui rentre? Il y avait un rapporteur en plus qui connaissait vraiment le sujet. Après, bon, ben voilà, on leur a commandé une loi. Il a fait le travail. Hein. Voilà. Hein. Mais bon, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qui étaient. Notion d'accessoire aussi, qui est mis en avant. Vraiment il n'y a pas d'indépendance entre. C'est vraiment cette partie du jeu dans le sens où on va l'acquérir pendant la partie. C'est pas, on accède, par exemple, j'accède à FIFA et j'ai une liste de jetons que je peux aller acheter, il y a des règles sur le marché secondaire. C'est vraiment dans le cadre de mon jeu, Call of ou autre chose, pendant l'expérience du jeu qu'on va l'acquérir. Ça va rester accessoire et secondaire. Il ne faut pas que ce soit la motivation principale du joueur. Pour le quoi quand vous passez le côté. Le fait que le gain soit quelque chose d'accessoire, voilà, de pas forcément indépendant du jeu. Tout à fait. Donc, bref, donc vous constaterez donc que par comparaison, que le régime des jeux Noom est en réalité extrêmement proche du régime de jeux d'argent et de jeux de hasard, si ce n'est ce côté gain non monétaire qui, comme on l'a expliqué, un critère, enfin une distinction qui est, je trouve, relativement artificielle. Et après, encore une fois, chacun aura son avis sur la question. Alors, les obligations de jeux Noom, vous verrez, les obligations des entreprises jeux Noom, effectivement, elles sont infiniment moins importantes, même si on a quand même que l'obtention d'un agrément devant l'autorité nationale, enfin l'ANJ. On est sur quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, alors il y a quand même des choses, hein, c'est pas neutre, mais on en a beaucoup moins. On a donc l'implantation et la conformité, c'est-à-dire que ça a été dit, je crois, par Camille tout à l'heure, il faut que ça provienne d'une société qui est établie dans un État membre de l'Union européenne, d'accord? Et puis si c'est pas le cas, il faut désigner un représentant, ça c'est automatique. On a un régime qui est un régime déclaratoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un régime, c'est pas un régime d'agrément, c'est un régime où vous envoyez votre dossier et effectivement, attention, par contre, l'ANJ peut s'opposer si les conditions ne sont pas remplies. Effectivement, ça existe. Tout à l'heure, on parlait des actifs numériques, du système de visa. Eh bien, typiquement, le visa était déclaratif. Vous l'envoyez, etc., machin. Voilà. Donc, on est un peu sur la même logique. Protection des joueurs. Donc, mesures pour empêcher la participation des mineurs. Bon, ça, on l'a vu avec la vérification d'âge conforme au RGPD. Bon courage. Les avertissements, l'absence de communication, etc., etc. Les mécanismes de jeu et les récompenses.
avec une description détaillée des mécanismes de jeu qui doit être à l'intérieur, notamment pour expliquer un peu comment se font les gains, comment ils sont calculés, comment se fait la conversion avec de la monnaie fiat, etc., etc. Puisqu'on a un certain nombre de jeux, on va dire, qui sont relativement flous sur. Alors, on prenait l'exemple de Brawl Stars est un bon exemple, Virginie, parce que en fait, ce qui s'est passé, on s'est rendu compte sur le jeu, et c'est pas le seul, hein, ils ont été alpagués il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines de cela par la DGCCRF, je crois, sur les sujets, simplement parce que on achète des gemmes, GEMES, à l'intérieur du jeu, et en fait, ils n'étaient pas en capacité de pouvoir exprimer de manière claire quel était l'équivalent un gemme égale combien en euros. Et donc, ils vendaient des packs et on ne savait pas, en réalité, quand on payait les euros, combien on avait de gemmes, ou alors on indiquait un nombre de gemmes qui pouvaient évoluer. Bref, tout ça n'était pas clair. Donc, clairement, pour le coup, les genoums auront la nécessité d'être extrêmement précis sur qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce que ça vaut en euros, etc., etc. Donc ça doit être vraiment limpide, et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça va dans le droit de la consommation, c'est effectivement très bien. Lutte contre le blanchiment d'argent, c'est formidable. Et encore une fois, vont-ils avoir les moyens, les opérateurs, de mettre en place ce type de politique de lutte anti-blanchiment et puis, comment vont-ils l'appliquer c'est une question qui se pose. Voilà, je n'ai pas la réponse. Ça renvoie au contrôle de l'âge, la vérification d'âge conforme au RGPD. Bon courage. Et puis après, il y a les autres obligations. Notamment sur la question de la publicité. Service de prêt, c'est interdit de prêter de l'argent aux actifs numériques aux joueurs, etc., etc. Et puis pas de communication sur des médias destinés aux mineurs dans les salles de cinéma. Typiquement, Sorar fait de la communication de manière très libre. Là, ils seraient incontestablement limités dans leur communication. Et les mineurs représentant une part très, très substantielle de leur clientèle. Voilà. Après, donc, obligations spécifiques à certains genomes. Alors ça, c'est pas pour tout. Donc là, on a vu les obligations générales. Maintenant, on voit les obligations spécifiques. C'est les compétitions sportives et les courses hippiques. Ça va pas surprendre personne, puisqu'on est sur, encore une fois, quelque chose qui est encore plus addictif et donc encore plus risqué, entre guillemets. Donc, il y a le code du sport qui doit être respecté, l'accord des organisateurs, les conflits d'intérêts pour éviter, évidemment, qu'on utilise des informations inside pour pouvoir en profiter. Et puis, sur les courses hippiques aussi, parce qu'on veut éviter les manipulations de cours, les inside trading, ce genre de choses qu'on connaît bien chez les anglo-saxons. Et beaucoup de joueurs utilisent Sorar, justement, ça serait intéressant de voir comment, parce qu'ils font beaucoup de publicité, le petit Griezmann qui utilise Sorar, en termes de conflit d'intérêts, on va voir comment ils vont gérer cette communication. Ouais, absolument, c'est un bon point. Donc ça va les contraindre, je pense, pas mal sur certains points. Donc de ce point de vue-là, je trouve que de ce point, en fait, c'est-à-dire que si demain on a un contrôle davantage des mineurs, de l'addiction, etc., on ne peut pas être contre. Hein. C'est une très bonne chose. Après, c'est la question de la faisabilité toujours. Hein. Mais sur le fond, il n'y a pas de sujet. Alors sur la procédure, très rapidement, donc on a dit procédure déclarative. Donc c'est-à-dire qu'il faut envoyer la déclaration à l'ANJ avec qualification du jeu, description technique et économique, modalité de gestion des comptes, description de gouvernance, politique de gestion des données, évidemment, communication envisagée, ça c'est important pour s'assurer que derrière la communication soit conforme, dispositif LCDFT, conformité avec effectivement une opposition potentielle de l'ANJ dans l'hypothèse où les conditions ne seraient pas remplies. Là, on suppose seulement, c'est pas encore exactement. Ouais, voilà, on ne sait pas puisque les décrets, on les attend comme on l'a vu depuis longtemps maintenant. Et enfin, sur les sanctions, ça c'est important de noter, hein, puisque derrière, il y a évidemment des sanctions potentielles. Ça va de l'avertissement à l'amende, en passant par la suspension et l'interdiction potentielle. Donc derrière, il y a d'ailleurs des sanctions qui peuvent être émises relativement rapidement et pour une durée importante. Ça, c'est dans la NJ. C'est l'ANJ, oui. C'est une autorité administrative indépendante qui a un pouvoir de sanction, comme l'AMF, hein. Et comme la CNIL, même chose. Voilà, donc ils sont tout à fait. Et bien sûr, et pénal aussi, absolument. Là, bien sûr. Ils ont un pouvoir de police. Hein. Pouvoir de police. Sur l'interdiction de proposer des jeux d'argent prohibés. Donc, 3 ans d'emprisonnement. Oui, pouvoir de police absolu pour cette autorité. Alors après, il faut voir dans les faits. Donc, ce sera appliqué, mais en tout cas, sur le papier, c'est possible.
Eh bien, je crois que. Est-ce qu'il y a encore un slide? Ben non, je crois qu'on est au bout. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin.